bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Le bisoudrome. Le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome. Bonjour et bienvenue dans le Bisoudrome, le podcast où on réinvente notre manière de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice de ce podcast, avec Lovela, Hey! Aurore, Hey, hey, hey! et Tomelk, Hey, 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 que hey! vous commencez à connaître, le petit nouveau. Je sais pas à quel moment j'arrête de dire la petite nouveau du podcast. Ouais, mais c'est comme Après, quand ça arrive dans jusqu'à une ce qu'il y ait un classe en petit cours nouveau. d'année. Ah, jusqu'à ce qu'il y ait un autre petit nouveau. Oui. Ouais, mais on va peut-être pas. Bon, on verra après. Waouh. Ne parlons pas de développement de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de Louis, des sons de l'amour. Et on avait une question pour commencer cet épisode, Lovela. Quelle musique écoutez-vous pour faire crac-crac? Est-ce qu'il y a des gens qui ont quelque chose à dire? Tadidada. Alors, bon, je peux commencer, ça va être random. Bon, c'est une question évidemment théorique parce que je sais pas, j'écoute pas souvent de musique pour faire de la sexualité. Mais j'ai plein de musiques qui sont excitantes pour moi, dont un truc très niche et très particulier, peut-être problématique, je ne sais pas, et je ne sais pas à quel niveau c'est problématique, de rap russe. Vraiment, les Russes me font quelque chose, je dois le dire. Je sais que c'est pas le moment pour faire une déclaration d'amour aux rappeurs russes, mais voilà, le rap russe, je trouve ça hyper sexy. Bon, hyper sexy dans quelque chose de très hyper masculinité, mec un peu toxique, enfin voilà, et je comprends pas du tout ce qu'ils disent, Oui, donc c'est si ce ça que se trouve, j'allais ils dire. disent Je comprends des le russe. dingueries d'extrême droite et je sais pas, et homophobes, et je sais pas. Mais bon, vraiment, j'adore. C'est vraiment une niche, le rap russe, et j'en ai plein dans mes playlists de cul. Voilà. Eh ben, moi, c'est pareil, c'est pas une habitude pour moi, mais si je me suis quand même posé la question parce que il fallait. Vas-y, Et, Francky, c'est. Et je suis un peu, non, mais en vrai, je suis un peu premier degré. Ah. Donc, il me faut des trucs qui parlent de sexe. Et en venant, en j'ai parlera. écouté Bagarre et je me dis, allez, 2-3 chansons de bagarre comme ça, un peu explicites, type Danser seul ou Malouve, et voilà. C'est Ok. Mmh. Qui Ça m'irait vraiment bien. parle de Voilà. cul, quoi. Ouais. premier degré, Ok. un peu bébête, quoi. Ok. Bah, moi, j'avais pas trop de réponses parce que je préfère les sons. Je trouve que ça coupe. J'aime bien entendre les bruits, je sais pas, de la peau, la Toi, bouche. tu veux les sons du réel. Ouais. Enfin, dans ce cas-là, oui. Ok. Et alors, moi, c'est pareil, pas du tout de sexualité en musique, mais je pense qu'une musique qui m'évoque le sexe, ça serait Playground Love de R. Ok. Ah oui, je vois. Ah, peut-être qu'il aurait fallu demander quelle chanson te donne envie Oui. de. De plutôt faire que du ça. sexe. Et puis, si tu veux, Ah tu oui. peux répondre à cette question aussi. Bah, voilà. Oui, tu Moi, peux j'ai si tu as répondu à une cette réponse. question, en fait. Ouais, moi Oui, aussi. bon, bah voilà. Moi aussi, parce que j'ai jamais fait de la sexualité sur ce rap russe, mais par contre, quand je l'écoute, je suis là, hihi. Oui, donc Voilà. on va dire que c'est ça la question. Peut-être un truc de police. The bed is too big without you. Cette chanson-là. Parce que j'aime bien la ligne de basse. Elle est Ok, sympa. ok. Groovy. En chuchotant dans ton micro. Très bien. Ben, on va parler des sons de l'amour et c'est mon intro. Et je vais vous emmener dans un voyage sonore de ma bande son de l'amour, puisque quand je pense à Louis, moi je pense directement à la musique et je pense à la bande son, à la bande originale de ma vie amoureuse et sexuelle. Je pense à Starlight de Muse quand j'étais adolescente et que j'ai eu mon premier amour à sens unique pour Paul Louis en colo. J'ai aussi rencontré mon deuxième amour amical, pas à sens unique, qui est Lovela. Je pense à Babylone de Zina, que m'a fait découvrir Nabil, mon premier copain, à 18 ans, à toutes les musiques qui ont accompagné ma grande relation de couple pendant 7 ans, dont j'ai parlé maintes fois dans ce podcast, et où j'ai appris à aimer le rap. Je l'ai rencontré, ce garçon, à 19 ans, donc j'étais encore jeune. De Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas, 10 ans après. Bon. De Autodance de Dizzy à Macarena de Damso, où on s'est embrouillé parce qu'il trouvait que Damso était génial et que je trouvais que c'était une fraude, et au final, j'ai bien aimé. À Désaccordé de Vald, où on s'est embrouillé parce que je trouvais ça incroyable et il trouvait que c'était une arnaque, et après, on s'est donné d'accord, enfin raison, bref. C'était des grandes
grandes histoires. De Nick Labac de Lorenzo quand on a emménagé ensemble à Lille en plein Covid sous une chaleur caniculaire. Je vois vraiment la scène dans notre premier appart. Jusqu'à Bad Kid de Trucies, je sais pas comment on dit, écouté en boucle de manière complètement obsessionnelle juste Truth, après. C'est pas un traité, mais je crois que c'est ça, non? C'est un. Pour Mais dire c'est- stop. Ah, C'est Trucies. un Tu penses que truth, mon c'est un- inconscient Oh. est allé vers ce groupe parce que ça disait c'est la fin. Que j'ai écouté de manière obsessionnelle juste après la rupture, qui est d'ailleurs un mécanisme de deuil que j'ai très régulièrement, d'avoir une chanson que j'écoute très obsessionnellement juste après un grand deuil. Et quand je pense à Louis, je pense à la musique, mais évidemment, et on en a parlé avec ta première réponse, Aurore, les sons dans l'amour et la sexualité, ça vient bien au-delà de la musique, donc n'hésitez pas à élargir le sujet si vous en avez envie. On parle dans cet épisode des sons de l'amour en général. Voilà. On va commencer l'émission et on n'a pas réfléchi à qui passait en premier. Et le cul dans tout ça. Et le cul dans tout ça. Aurore. Aurore. Vous voulez entendre parler des vocalisations copulatoires maintenant? Oui, on veut tout de suite. Vas-y. Parle. Please. Ok, alors je prends mon gros ordinateur que je mets sur la grosse table. En faisant plein de bruit. En plein de Plaque. bruit. Je Non. te regarde, Nicolas. Alors, donc, alors les cris, l'extase. Alors, en fait, les trucs que j'ai lus, c'est surtout lié au bruit que font les femmes, parce que donc enfin pas l'imaginaire, mais bon, cette idée que les femmes font du bruit pendant l'amour, c'est pas une idée récente, parce que le Kama Sutra, il contient des conseils sur ces vocalisations. C'est un peu vu comme une technique érotique. Et ils font des catégories, comme pour tout. Dans le Kama Sutra, il y a plein de catégories pour tout. Et donc là, pour les gémissements, les cris, t'as, je sais pas moi, t'as le bruit de la colombe, le coucou, le pigeon vert, le perroquet, l'abeille. Très J'aime bien des savoir oiseaux. ce qu'elle Ah fait, oui. l'abeille. C'est toujours les animaux avec eux. C'est toujours. Ouais. On revient toujours aux Ah oui, animaux. quand ils parlent, ils font des classifications aussi des organes sexuels. C'est pareil, t'as je sais pas, la biche, l'éléphant, le cheval. C'est toujours les animaux. C'est pour ça que j'adore les animaux. Non, le canard. Après, je parle des animaux, ne t'inquiète pas. Hein. Le canard. Ne m'inquiétez voilà. pas, Aurore. Ne vous en faites pas, je suis là. Et la savane était avec moi. Alors, et donc là, je prends mes infos d'un livre dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle Sex at Dawn. Et donc, vraiment, le postulat de ce bouquin, donc ce qu'ils veulent, leur théorie et ce qu'ils veulent prouver, c'est que l'humain n'est pas monogame. Donc, vraiment, les exemples qu'ils donnent, et donc à chaque fois, ils interprètent vraiment en direction de on n'est pas Cette monogame, thèse. regardez, parce qu'on fait ça, donc on est. Voilà. Mais. Bon, alors, il donne un C'est pas le exemple. sujet de C'est cette pas le thèse. sujet, mais c'est pour expliquer Oui, aussi un le peu pourquoi le beaucoup contexte. des explications qu'il donne à ce sujet vont un peu dans ce sens-là. Il mentionne d'ailleurs Steven Picker qui explique que dans beaucoup de sociétés, le sexe est quand même vu comme quelque chose de privé, c'est pas quelque chose qui se fait en public. Alors pourquoi est-ce que les femmes feraient autant de bruit, pourquoi est-ce que les femmes font autant de bruit alors que ça devrait être confiné à la sphère intime, et pourquoi donc voilà, dans les femmes dans plein de sociétés sont beaucoup plus enclines que les hommes à vocaliser aussi, leurs émois. voilà, leurs ébats. Et donc c'est pareil pour les animaux en fait, parce que en fait le cri c'est quand même un risque d'exposition en tant qu'individu, mais aussi au reste du groupe à des prédateurs. C'est donc qu'il doit y avoir une valeur adaptative. C'est que ça doit avoir un intérêt en fait, plus intéressant que qui dépasse le risque de se faire bouffer si on t'entend. Et aussi, alors pour eux, ça fait pas trop sens qu'une femme, qu'une femelle ou qu'un individu monogame devrait faire du cri et attirer l'attention sur eux. Pour eux, ils trouvent ça étrange, que ça rentre pas dans l'idée de la monogamie. Pour eux. Genre, on fait du cri pour attirer nos Bah, voisins C'est un peu et pour une de dire leurs, venez dans notre jeu. ça fait partie de leurs hypothèses. Je vais expliquer un petit peu après. Ok. Ça fait partie des hypothèses, oui, que c'est pour attirer le reste du C'est groupe. exhibitionniste. Euh, Ok.
Et donc oui, donc les femmes, ce ne sont pas les seuls primates à faire des cris passionnels pendant l'amour. Il y a plein d'autres espèces qui vocalisent avant, pendant et juste après un coït. Ouais. Et ces vocalisations, donc elles sont particulièrement répandues chez les primates et donc pour eux, il y a beaucoup de preuves qui montrent que c'est en fait un truc qui permet d'inciter les mâles du groupe à venir. Donc, bon, les explications que je donne, elles sont vraiment, c'est très, ovule, sperme, c'est pas, enfin, c'est pas vraiment le, bon, allez, Pragmatique. c'est pas très pragmatique, romantique. ouais, c'est vraiment autour de leur production. Donc, pour eux, une des premières hypothèses, c'est vraiment la compétition spermatique, compétition, à ramener le plus de partenaires, de partenaires potentiels à soi potentiels. pour être genre fécondés, quoi. Pour être fécondé, voilà. Donc, pour eux, ils mentionnent quelques études qui montreraient que les femmes sont plus vocales durant des périodes de fertilité, donc ça attirerait plus de On mâles. est plus vocal qu'en ovule. Bah, Les femelles. Les femelles qui sont étudiées. Certaines études vont dans Attention. Ok, d'accord, les raccourcis sont rapides. C'est clair. Les femelles du groupe test. Donc, il y a des hypothèses qui vont dans ce sens. Il y a même, donc ça, c'est vraiment chez les singes, qui ont. Oui, d'accord, merci de le préciser. Les babouins, nous, c'est un peu comme les phéromones. C'est dommage, nous, on n'est plus vraiment sensible à ça, alors que pour les animaux, c'est. Ah, super c'était important. mieux quand on était des animaux. C'est pas mieux, mais Il me c'était semblait autre que chose. si on l'était, mais c'est juste que c'est plus le critère principal de recherche de sélection d'un partenaire. Bah, j'en sais rien. Ce que je sais, par exemple. Comment ça? Tu n'es pas scientifique? Le truc que je sais, c'est avec les chevaux qui font le flémen, tu sais, et donc ils vont parfois, j'en ai parlé hier, L'incursion équitation. on les voit retrousser la lèvre comme ça, Supérieure. la supérieure sur leur nez, et en montrant les dents. Et donc ça s'appelle le flémen. Et donc c'est une manière de d'amener l'air dans la partie inférieure des narines, donc vers l'organe voméronasal, qui permet de évidemment. Qui permet voilà, on n'est pas la science n'est pas hyper au point sur exactement ce que ça permet de, enfin, on n'est pas hyper au point sur ce que ça fait, mais on pense que c'est vraiment lié aux phéromones, aux informations qu'on peut avoir voilà, dans les odeurs. Donc, et nous, notre organe voméronasal, c'est vraiment un reliquat, c'est plus, il n'est pas aussi développé que chez les animaux. Voilà. Mais il y avait... Je pleure tous les jours. Je pense qu'il y avait il y avait une étude qui montrait que tu étais quand même sensible aux odeurs. Genre, il y a eu plusieurs études qui ont été menées sur des femmes et des hommes hétérosexuels. Ouais, c'est ça. L'odorat. Et après, les phéromones, en fait, il n'y a pas de d'odeur. Pardon. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'on est sur Louis aujourd'hui. Oui, pardon. Donc l'odorat, c'est un autre épisode en plus à venir. Donc, Allez, et on parlera de l'odorat qui est très intéressant évidemment dans un autre épisode thématique sur l'essence. Parce que... Très bien. Donc il y a les infos. Voilà. Non, mais là, on va parler des infos vocales. Et donc pour les babouins notamment, les bruits que font les femelles, elles contiendraient des informations sur leur état de fertilité. Donc que les mâles sont capables de capter, de comprendre. Et donc, voilà, ces informations, ça leur permet de dire, bah, celle-là, c'est sympa, là, celle-là, c'est le moment. Et donc, voilà, première. Après, c'est des hypothèses, mais peut-être que toutes, elles font aussi partie d'un truc plus grand que soi. Ensuite, donc il y a aussi des théories ou des idées autour en fait, vraiment d'un contrôle féminin autour de la reproduction. Je trouvais ça assez intéressant de voir ça pas de voir ça comme ça, mais d'aussi parler de ce truc-là, parce qu'il y a donc c'est notamment Meredith Small qui parle beaucoup de ça, du fait que la narration autour de la conception, il y a un côté très, c'est le sperme conquérant qui va jusqu'à l'ovule immobile dans sa tour dorée, alors qu'en réalité, c'est pas exactement ça. C'est un peu même... il y a vraiment un truc autour de la narration de l'homme conquérant, alors qu'en fait, on voit que les glaires cervicales, elles jouent vraiment un rôle, elles vont favoriser certains spermatozoïdes, il y a les contractions vaginales, et que... Donc justement, d'ailleurs, que l'orgasme, il provoquerait aussi des changements dans l'acidité du vagin, et donc qui permettrait de faciliter les cellules, le sperme. Si l'orgasme est vocal, les changements sont plus grands. On n'est pas... oui, justement, c'est que ces changements, ils apparaîtraient durant un rapport où il y aurait un orgasme, donc
ça favorise le rapport où il y a eu... oui, oui, ça joue. Il y a pas de. C'est des études qui disent que oui, on pense qu'il y a un lien. Il n'y a pas de. C'est exactement certitude, comme ça, oui. de certitude, ou c'est exactement comme ça que ça se passe. Mais donc je trouve ça intéressant de voir qu'en fait, oui, le corps féminin n'est pas juste là à attendre le sperme. Et voilà, en fait, le corps féminin aussi, il joue un rôle dans la reproduction, un rôle actif. Il n'est pas juste là. C'est pas un réceptacle, C'est quoi. pas juste un réceptacle. Mais le son. Mais le son, bah oui, C'est l'orgasme. ça. Oui, non, mais c'est parce que, donc voilà, donc en fait, L'entonnoir. Et donc les études montrent que les orgasmes étaient bon. En fait aussi, on remarque que les femmes, elles sont très vocales. Pas du tout au moment où elles ressentent le plus de plaisir. Il y a des études qui ont... Et ça, là, on parle des humains. Là, on parle des humains. Ok, parce qu'il faut me... Il y a des études qui montrent que les femmes ressentent le plus de plaisir quand il y a une stimulation du clitoris, le sexe oral. C'est là où elles ont le plus de plaisir. Mais qu'elles ont tendance à vraiment être très vocales durant la pénétration. Donc en fait, ça serait plutôt un moyen de contrôler et d'avoir de jouer un rôle sur... De donner des indicateurs à l'autre. À l'autre, De manière... et Des indications orales, quoi. Un oral, bon, ça joue plutôt de façon inconsciente. Mais j'ai une copine qui me disait qu'elle faisait ça de manière très consciente, quoi. oui. En mode là, comme ça, hop, je fais, et je sais que du coup, la personne, elle fait ci. Toute une communication par la voix, mais sans donner des indications, fais ci, fais ça, quoi. Oui, donc ça peut se faire consciemment, mais je pense qu'il y a aussi une part assez inconsciente où peut-être naturellement on va être plus vocal durant une pénétration que durant d'autres actes non pénétratifs. Okay. Et donc voilà, cette dissociation entre le timing, entre le moment où les femmes ressentent le plaisir le plus fort et le moment où elles vont être les plus vocales, ça indique qu'il y a... pour un contrôle un peu inconscient qui leur permet de manipuler un peu la réaction, le comportement du mâle. Ah bah les femmes. Les femmes toutes des... tentatrices, évidemment. Non, c'est faux, on passe pas ça. Et voilà, je crois que c'est un peu... je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Très bien, c'était dense. Mais je crois que sur la vocalisation, il y a vraiment des études sur le fait que justement les femmes le font, pas elles simulent, etc., mais juste en mode, justement c'est une information sur le lien qu'elles veulent avoir avec leur partenaire, et en fait c'est pas du tout précis ce que je raconte, donc ça va pas vous donner beaucoup plus d'infos, mais... Bah si, ça semble... là, j'ai fait une sélection de certaines infos parce qu'il y a plein d'études autour de l'orgasme et des vocalisations autour de... durant un rapport sexuel. Mais oui, c'est vrai que ça fait... Ça joue aussi sur le lien à l'autre. Tu te racontes un peu une histoire, en fait. Ouais. Moi, j'ai appris à être vocale. J'étais pas au début. Après, je me suis dit, c'est quand même bien sympa. En plus de T'as appris ou tu t'es dit, je vais... Ouais, je pense que j'ai regardé des vidéos YouTube pour savoir comment vocaliser. Non, je pense que je me suis permis de l'être plus. Alors même qu'il y a un truc genré où les femmes sont plus normalement vocales que les mecs, ce qui pour moi est un enjeu parce que c'est sympa quand même de savoir ce que les gens ressentent et que c'est un indicateur le fait d'être vocal ou non. Je sais pas, j'avais quand même un truc, je pense, où j'étais un peu gênée, où je me disais c'est pas genre tout à fait, je sais pas, utile ou nécessaire, ou en tout cas c'est pas viscéral que j'ai besoin d'être vocale pour, mais après en le faisant je me disais ça participe à améliorer l'expérience, genre quand même c'est stylé, quoi. Et c'est ça, ça donne vraiment des indications à l'autre, à soi, et même ça accompagne. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose. C'est un truc agréable en plus. C'est ça. Même si je suis pas sûre de faire ça pour attirer mes voisins, mais tu sais. Mais je trouve que moi, je suis pas complètement contre. Enfin, pas mes voisins d'ici, mais je peux attirer d'autres personnes. Mais je trouve que justement, il y a un truc de traditionnellement, stéréotypiquement, enfin, je sais pas, c'est plus les femmes qui vocalisent, et que il y a un vrai enjeu que les mecs vocalisent pas assez. Alors que, tout comme c'est plaisant, je pense, pour des mecs hétéros d'avoir leur partenaire féminine qui vocalise, je pense que pour des meufs hétéros qui sont en couple avec des mecs, ça peut aussi être intéressant qu'ils vocalisent un peu plus, parce que ça
c'est juste du cheerleading en fait. C'est une forme de reconnaissance. Oui. Ah oui. Mais ce que tu fais, c'est super. C'est plutôt identifié comme un truc féminin. Ouais. Et moi, j'ai eu des relations avec des personnes qui m'ont dit c'est cool de vocaliser un peu et de sentir que je suis pas toute seule, quoi. Ouais. De se répondre un peu, quoi. Oui. Et un duo. En fait, c'est vraiment, bizarre d'un côté. Qui Oui. m'avait dit vraiment les mecs qui sont muets au lit, ça m'ennuie, quoi. Enfin, Ouais, mais voilà. après, c'est pareil. Je pense que c'est un truc aussi appris où tu oses. Oui, c'est quelque chose à déconstruire, construire. Oui, mais parce enfin, que tu vois pas encore une fois dans les films. c'est pas représenté. Ouais, non, c'est pas représenté. Et Non, du coup, mais- je pense, les mecs, on vous apprend pas forcément que, vous Peut-être voyez qu'on pas. vous désapprend surtout. Je me demande qu'est-ce qui se passerait si on n'avait pas. Oui, cet apprentissage-là, et si on le faisait naturellement, je fais ce que je ressens et que j'ai envie de faire maintenant, et peut-être que tu te bloques plus parce que tu as vu plein de. Ouais. Est-ce que c'est puis, appris ou Moi, je suis déjà d'accord. C'est ouais. plus une libération, en fait. Et puis ça va aussi un peu dans ce truc de jeu de pouvoir assez classique de le mec prend l'initiative et fait et la meuf réceptionne, et du coup la meuf doit montrer son plaisir parce qu'elle réceptionne, donc elle doit donner des indications de c'est bien, c'est pas bien. Oui, Ouais. il y a le côté mec conquérant, ce que tu Oui, dis. non, Ah mais oui. c'est ça. Et que du coup, la meuf doit être vocale parce qu'elle réceptionne pour donner des indications, alors que le mec, vu qu'il fait, on s'en fout de. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il ressent, ou qu'il C'est peut ça, pas et être puis en réception, enfin. Le nombre de décibels fixe le niveau de performance. Ah oui, atteint, du quoi. mec, donc en plus, tu le tires de lui en mode tu es viril, tu es viril, tu es viril. Ah, ou peut-être qu'au contraire, ils seraient plus vocaux, eux, quand c'est eux qui sont, par exemple, d'une fellation, quand c'est eux qui sont plus. Dans la réception, Dans la mais je pense que c'est un. Ouais. Peut-être que Je ça. dirais qu'il y a un enjeu d'acceptation de la réception en tant qu'homme par rapport au schéma classique dans la sexualité, quoi. Et qu'être vocal, c'est aussi se mettre dans cet état déjà vulnérable, comme tu en as parlé avec les animaux, de être vocal, c'est quelque chose qui rend vulnérable, quoi, qui présente de soi, quoi, et que c'est pas forcément facile non plus ou évident. Je pense que moi, j'avais un peu ce truc avec moi-même aussi de contrôle où j'étais là, être vocal, c'est être vulnérable, quoi. Ouais, il y a un côté lâcher prise, quoi. C'est ça, exactement. C'est vrai que ça demande du lâcher prise. Mais je pense qu'on peut peut-être continuer avec toi, Tomelk, parce que Et ben ouais, je voulais parler de la voix aussi. voilà, bah vas-y, parle-nous de la voix. Rêve parti. Et ben je vais vous parler de la voix comme élément parfois un peu trop sous-estimé de la séduction. Ah, donc à un autre Tu vas parler de niveau. Love is Blind Non, pardon. J'ai J'arrête. pas regardé, j'ai pas la réponse. mais alors pourquoi sous-estimer? Enfin, moi je me remis dans une situation, donc mise en situation. Si vous avez utilisé ou que vous utilisez les applis de rencontre, vous avez peut-être déjà été confronté à cette situation. Donc le profil d'une personne vous plaît parce que vous la trouvez belle physiquement, que vous aimez son style, son sourire, ses yeux, enfin tout ça. Son petit texte de présentation vous a fait un peu rire ou intriguer. 2, vous entamez une discussion écrite avec elle, le courant passe bien, vous décidez de la rencontrer. Et là, c'est peut-être le drame. En tout cas, c'est la révélation. Et on découvre une voix, son timbre, son intensité, son intonation, son débit, une voix qui va peut-être vous caresser l'oreille ou bien vous les faire saigner. Ou entre Juste un les deux. décalage entre ce que tu avais Oui, imaginé. C'est ça, et en Ou décalage. souvent être en décalage, oui. Et en fait, on va parfois juger les gens sur leur apparence ou sur quelques mots, mais en fait, la voix transmet énormément de la personnalité et de notre histoire, de nos origines et de notre identité sociale et culturelle. Donc, c'est quand même vachement important. Et on peut penser, par exemple, aux accents. Je sais qu'Aurore est fan des accents. Qui nous situent géographiquement, socialement. Après, un autre exemple que je trouvais marquant en y réfléchissant, c'est l'importance du travail sur leur propre voix que font des personnes trans qui s'engagent dans un parcours de transition. Donc, au-delà des hormones, beaucoup vont faire un travail en fait qui va consister à poser différemment leur voix pour qu'elle corresponde mieux à leur identité de genre. Et la voix, donc, c'est un signal qu'on envoie aux autres qui permet aux autres de nous identifier, quoi. Et on envoie comme ça des messages. La voix peut aussi trahir nos émotions. Donc c'est le docteur Elisabeth Fresnel qui est phoniatre. Phoniatre. Ouais. Ok. J'ai appris ce mot aussi. Incroyable. C'est un médecin. C'est Ouais. genre une Comme, super il y a pédiatre orthophoniste. et De la voix, vraiment Ok. spécialisée dans la voix. Ah ouais. Qui disait que l'anxiété peut transparaître dans la voix et qu'une personne dépressive va avoir en général une voix très monotone et très peu intonative en fait et n'utiliser que
20% à peine de la gamme d'intonation de disponible, sa voix. alors Ok. qu'une personne qui n'est pas professionnelle de la voix, du chant par exemple, va en général en utiliser autour de 60%. Donc c'est Ok. quand même assez énorme la différence que ça fait et ce que ça peut, ce qu'on peut ressentir en écoutant la voix d'une personne qui va être dépressive. Et donc, conséquence, la voix est un outil, donc une arme qu'on peut aussi mobiliser et modifier selon les contextes et plus ou moins consciemment. Et je suis tombé sur une chronique de France Inter, donc de janvier 2023, de la linguiste Laëlia Véron, qui s'intéressait à la séduction et qui s'appuyait sur des travaux du sociophonéticien. J'ai appris aussi ça. Ah oui, Aaron On Arnold. a 3 dans le monde. C'est vraiment spécialiste de spécialistes. Et donc, qui avait étudié, qui avait démontré les éléments récurrents sur la modification de la voix dans un contexte de séduction. Donc, le fait, premièrement, d'abaisser sa fréquence fondamentale, de rendre sa voix plus grave. Et ça, c'est pour les mecs, parce que j'ai l'impression que les meufs dans la mignonnerie, on est leur mettre. C'est démontré sur les deux. Ah ouais, Non, ok. Genre. les meufs de FIP. Ah oui, Elles font oui, ça. mais à Ah, part les les meufs de fipettes, flip, ouais. les fipettes. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai qu'elles ont une voix vraiment de séduction. Oui, c'est la voix je de flip, fais tu sais. nanana. Tu sais pas? Non. Tu connais pas écoutes cette, la radio FIP. la radio FIP. En fait, on demande à chaque personne, et voilà, c'est souvent des femmes, que des femmes. C'est que des femmes. Que des femmes qui sont à l'animation et elles ont une voix FIP en fait. Et Vraiment, elles Et bah justement, transforment elles leur sont voix plus pour graves, avoir une comme ça. voix. Ah, Bienvenue Et sur pose ta FIP. voix. Il est 15h. Nous écoutons Nous écoutons du jazz. Oui, c'est ça. La deuxième Ok. caractéristique, c'est exactement ce que tu viens de faire, Lovla, c'est réduire son débit de parole, Ah. voire utiliser une voix un peu soufflée, suave. craquée. Ah ouais, un petit craquement dans la voix. Oh. Alors, sans Ok, peut-être ça va aller nous plus loin, donner, mais- ça va nous donner des idées là, vu qu'on est des voix là. Et en fait, donc, Laëlia Véron explique que pour Aaron Arnold, ces différentes techniques sont liées au fait que dans un contexte de séduction, on essaye de projeter une image d'assurance, de confiance en soi, et que ce sont des connotations qui sont associées dans notre société aux voix basses et au débit Oui. lent. Ça fait penser aux politiques de se dire ah il a réussi le débat parce qu'il est resté calme et posé alors que l'autre est allé dans les tours et s'est énervé. Et il y a des études du même type qui montrent que les gens ont plus tendance à voter pour des gens avec Oui. un timbre de voix grave Ouais. et un débit de parole plus apaisé. Ouais. plus lent. Ok. Ouais, c'est Parce vraiment que un ça truc qui inspire ressort. confiance, en fait. Et dans les Ok. débats, c'est vraiment cette personne qu'il faut être. La personne qui est genre au-dessus du drame, machin, et qui reste calme et posée. Et Si vous donc, voulez faire de la politique. par extension, Oui. si on veut séduire, parce que il y a aussi un enjeu de séduction Ouais. dans la politique. Mais on comprend bien donc que la voix peut aussi être le vecteur de fantasmes. Et donc moi ça m'a fait penser aux voix des hôtesses, donc il y a les fipettes, mais aux voix surtout des hôtesses de téléphone rose des années 80-90 qui pouvaient émoustiller les gens prêts à payer entre 150 et 300 francs la conversation, Wow. selon une archive de l'INA. Ah ouais. Parce que On moi, en j'étais apprend des trop jeune. choses. Oui. Ou encore trop jeune. à des podcasts. Alors je sais pas si vous connaissez Oui, les Vox. podcasts Ouais, Vox et pornographiques, Cox. donc, Vox et Cox. Ouais. Et dans ces contextes-là, les mots prononcés, les scénarios imaginés, évidemment, sont très importants. Franchement, je me le mets Ouais. dans l'univers, mais un peu un rêve qu'à un moment on m'invite pour poser une Ouais. voix pour Vox ou Cox. Voilà, je vous le dis. Avec les mouvements sexpo, donc ça, il y a deuxième... Ouais, Deuxième une autre porteur. demande à l'univers, j'en fais beaucoup cette année. Mais du coup, voilà, là, les mots sont importants, mais ils sont sublimés par la voix qui va les porter, et puis stimuler l'imaginaire du récepteur et donner toute leur portée érotique à ces textes, quoi. Il y a aussi, il y a souvent de la pub pour la Femtasy, qui est un service de pornographie pareil par l'audio payante, du coup. Voilà, donc c'est un peu la même idée d'avoir du porno complètement auditif. Et du coup, je sais pas si vous en avez déjà fait l'expérience, mais la voix, pour moi, peut vraiment transformer la perception qu'on a de quelqu'un. Voire nous la faire trouver terriblement attirante, alors que le physique au départ nous semblait à peu près banal et ne créait rien chez nous. Et puis je voulais savoir du coup si, comme Ulysse sur son bateau soumis au charme du chant des sirènes, vous avez déjà ressenti l'envie irrésistible d'écouter une personne et de vous laisser envoûter par les sons de sa voix.
Oui, moi j'ai souvent eu ce décalage sur les. Il y a des applis de rencontre, mais ça marche pas très bien. C'est dommage où tu peux mettre un vocal, répondre par vocal pour que les gens aient accès aussi à ta voix dès la rencontre. Mais ça m'arrive hyper souvent d'avoir ce décalage où je vois quelqu'un et c'est pas que j'aime ou j'aime pas sa voix, juste je me dis c'est différent que la voix que je me suis fait dans ma tête quand on s'écrit quoi. D'ailleurs, fun fact d'amitié avec Love là, on a eu un truc très bizarre qui nous est arrivé sur la voix, qui est qu'on s'est rencontrés en colo, donc on s'est vus en vrai, on a entendu la voix l'une de l'autre, mais après on a eu une relation épistolaire, de messages, etc., complètement à distance, sans voix. Pendant 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, ouais. Et quand on s'est revus, j'étais trop perturbée parce que la voix de Love là était plus la voix que j'avais en tête. J'avais transformé sa voix dans ma tête alors même que la rencontre avait été en premier par la voix, enfin complète, parce que voilà, c'était en colo. Moi, pareil, et du coup, j'étais là en mode non, mais cette personne, non, mais ça c'est va trop pas. bizarre. Genre, ça faisait vraiment. Ça a participé à créer un gros décalage de nous voir errantes dans un centre commercial, je sais pas où à Paris, j'en sais rien. Non, tu mélanges de souvenirs là, je pense. Ah ouais, peut-être. Bon. Mais non, pas errante le jour du Nouvel An. Je parle vraiment de quand on s'est rencontrés à Paris. Bon, je nous vois. Bon. Anyway, qu'on était toutes les deux un peu perplexes en mode on s'aime, enfin je veux dire on s'envoie des messages, on a une amitié qui est hyper grande, mais on est perdu par la réalité de l'autre après 1 an et demi à distance quoi. Par la voix, Parce qu'il y avait pas est-ce qu'il y avait peut-être c'est marrant, même dans l'amitié il y a peut-être quand même un petit enjeu de séduction en tout cas du truc de la distance où en fait on se crée quand même une image, enfin on reconstitue, là c'est Camille Laurent, j'ai l'impression de parler tout le temps d'elle, qui dit que quand on rencontre quelqu'un à distance, mais j'ai déjà dit dans ce podcast, en fait on a des puzzles de la personne, et même si la personne met des photos qui sont réalistes d'elle ou je sais pas quoi, enfin des informations qui sont réalistes, en fait on fait un puzzle et on se fait une image de l'autre qui est pas ce que l'autre est, et la voix ça fait vraiment partie de ce puzzle qu'on reconstitue et qui des fois est vraiment aux antipodes de ce qu'on s'imagine quoi. Mais je sais pas si j'ai déjà, je m'en rappelle pas, eu de coup de foudre vocal où je me suis dit cette personne vraiment, peut-être genre en mode en écoutant des trucs genre des vidéos ou quoi, mais pas en vrai quoi. Mais c'est vrai qu'en général je crois que les gens qui me plaisaient, j'aimais bien leur voix. J'ai pas souvenir d'avoir eu il me plaît bien, mais sa voix, en général, la voix me plaisait. Mais moi, je suis hyper complexée par ma voix parce que quelqu'un une fois m'a dit, c'était au lycée, c'était un mec il voulait un peu sortir avec moi. Il m'a dit, il m'avait fait une espèce de oui, c'est normal, t'es intelligente, t'es sympa, t'es marrante, t'es machin. Mais c'est vrai qu'au début, ta voix, elle me posait un peu problème. Je la trouvais un peu aiguë. C'était pas du nagging, je pense qu'il était juste. Très honnête. En me disant ta voix elle me faisait un peu mal aux oreilles. J'étais très c'est pas très sympa. En fait il voulait pas être méchant, il était ça s'était arrivé plusieurs fois qu'il puisse avec des gens dire un truc en étant très honnête et que la personne te dise t'avais pas forcément besoin de dire ça. Mais lui c'est je trouve ça un peu de niche d'avoir un complexe voix, en tout cas quand on est une personne cis, qui a pas eu il m'avait dit elle me faisait un peu mal aux oreilles et j'étais enfin ça m'a là je pose ma voix parce que je peux le faire, mais c'est vrai que des fois si je m'emporte ou que je suis je peux monter dans les aigus et donc je suis un peu toi tu fais tu modules un peu ta voix pour avoir une voix radiophonique. D'ailleurs les gens te complimentent beaucoup Aurore sur ta voix radiophonique. Mais je pose ma voix donc tu fais un peu fipette mais pas complètement, mais un petit peu je le fais exprès pour que ce soit plus sympa. D'ailleurs je vois comment on est tous en train de poser nos voix, on est en train de s'auto-hypnotiser, on devient très conscient d'accord. Oui c'est normal. Et vous avez eu des enjeux avec les voix, des coups de foudre vocaux J'ai pas l'impression, mais c'est vrai que dans les émissions que je regarde, dans Love is Blind du coup, les voix, j'avoue, je suis assez sensible à ça parce que du coup, je me mets dans Love is Blind, donc l'émission dont je vous ai parlé dans l'épisode 3, je pense, où ils se rencontrent sans être vus, mais que par le biais de la voix. Du coup, je prête plus moi je les vois, mais je prête plus attention à leur voix, et il y a des voix qui sont plus profondes, plus en fait je pense plus basses en effet, qui du coup je sais pas, il y a comme un truc, une voix basse et profonde, t'as l'impression que tu vas être protégée, réconfortée, tu vois. Non mais je crois qu'il y a un peu de truc comme ça. Moi aussi j'ai ce truc, voix très grave, voix très riche. Je crois que j'ai déjà écouté un Barry White quoi. Ouais. Moi j'ai dû écouter, je pense. Alors le mec, c'est un vieux monsieur, donc je n'étais pas attirée. Je crois. Mais je crois qu'il était vieux. Mais bon, je vais vous expliquer cette histoire. C'est que j'ai eu le mois gratuit d'Audible et j'ai écouté Vernon Subutex de Virginie Despentes 2 parce que j'avais lu
le 1. Bref, et c'était raconté par un mec qui avait vraiment une voix hyper grave et hyper riche, et je trouvais ça hyper agréable. C'est pour ça que j'avais aussi choisi ce livre-là, parce qu'on peut écouter les extraits pour savoir si la personne qui lit nous plaît, en gros, quoi. Et là, vraiment, l'expérience était incroyable, quoi. J'étais là, c'est hyper agréable. Est-ce que tu avais l'impression de couler dans du miel en écoutant? Mais en fait, c'est ça. On n'arrête pas de dire miel, mais j'ai l'impression qu'il y a ce côté vraiment miel, très confortable, en mode protecteur, câlin, enveloppant, quoi, de la voix. Mais je vois tous ces trucs inconscients aussi qui se jouent là-dedans, quoi. Et toi, Aurore, coup de foudre vocal? Coup de foudre vocal, non, mais comme je disais, oui, je pense. Enfin, j'aimais bien les voix des mecs que j'aimais bien. Ouais, t'as pu te dire en mode cette voix, elle rentre bien dans ce. Mais c'est jamais des voix très. Enfin, c'est pas des voix aiguës, mais c'est pas non plus des vraies basses, quoi. C'est pas des. Après, c'est hyper rare en plus, vraiment des voix hyper basses. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on les remarque aussi plus quand elles arrivent, quoi. Moi, coup de foudre vocal, non. Mais je pense que ça joue. Enfin, j'aime plus ou moins la voix des gens, et ça joue vraiment dans la perception que j'ai d'eux, et même, vraiment physiquement, quoi. Un physique va m'apparaître plus facilement beau si je sais qu'une voix qui me plaît va en sortir, quoi. Et oui, une fois, j'avais été, je sais pas pourquoi je pense à ça, j'avais été Gigi Hadid. J'avais été très surprise la première fois que j'avais entendu sa voix, parce que elle a une voix un peu, pas chevrotante, mais il y a un petit tremblement dans sa voix, et c'est vrai que quand on la voit, tu t'attends à une. Ouais. Un truc un peu Ouais, en tout cas quelque chose de très présent, un peu pas girl boss, mais elle a quelque chose d'un peu genre et de l'aplomb, quoi. Et que il y a pas l'aplomb dans la voix. Mais à l'inverse, Méta Podcast, peut-être que pour certains des auditeurs auditrices, vous avez entendu nos voix, mais vous nous voyez pas en vrai, parce qu'on montre pas tous notre visage. Et à l'inverse, quand j'écoute des podcasts et qu'après je vois les gens en vrai, des fois c'est trop bizarre. Enfin, il y a un truc on s'imagine vraiment autre chose de la personne que la personne est différente que ce qu'on s'imagine en écoutant sa voix, quoi. Bon, si vous voulez dire si vous trouvez nos voix stylées ou pas, mais soyez sympas, quoi. Ton petit amoureux, quand je l'ai rencontré, et qu'il avait rencontré Aurore aussi, il a dit je pensais que vous aviez plutôt genre des physiques inversées. Ah oui, que Aurore ressemblait à Lovla. En mode, j'avais pas trop d'idées, mais peut-être, si j'avais dû imaginer, je pense que je t'aurais plus imaginé comme Aurore et Aurore comme toi. Mais il y a plein de gens qui nous ont fait des réflexions sur ce qu'ils s'imaginaient de différent qu'on était réellement par rapport à nos voix. Bref, le mystère reste intact pour les personnes de notre podcast qui ne montrent pas leur visage. On peut peut-être passer à ta partie, Lovla. On revient à la musique, on boucle la boucle. Il y a une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Une étude qui dit que. Il y a une étude qui dit que. Oui. Du coup, moi, je vais essayer de vous prouver par tous les moyens possibles et imaginables que la musique et la sexualité, c'est la même chose. Ok, vas-y. Alors. Déjà, la musique peut avoir des effets très forts sur ça. Bon, ça c'est une petite introduction. Je me suis lu une petite étude en anglais en entier. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette étude, n'hésitez pas. Je l'ai lu en entier. Donc je peux rentabiliser le C'est ça. Donc elle s'appelle Misattribution of Musical Arousal Increases Sexual Attraction in Females. Donc en gros, l'excitation musicale est confondu avec l'attraction sexuelle chez les femmes. J'imagine, à peu près, c'est une bonne traduction. Ouais, ok. C'est un peu la même chose, en gros. Non. Okay. Et donc, tu nous diras. Alors, c'est M. Marin, Schaubert, Gingras, les deux. Ça, on le mettra vraiment en description de ce podcast. C'est comme ça. Donc, en gros, ce qu'ils ont fait dans l'étude, je vais aller rapidement parce que c'est quand même pas l'objet de tout ce que j'ai à vous raconter, mais en gros, ils ont fait écouter des musiques à des femmes et à des hommes. Et ils leur ont présenté des visages du sexe opposé. C'est des personnes hétérosexuelles. Et les personnes homosexuelles ont été écartées de l'échantillon parce que justement ça crée une confusion. Enfin voilà. Et ça, c'est des détails de l'étude qui ne nous intéressent pas. Mais donc voilà ça. Et ils ont présenté les mêmes visages dans des situations silencieuses. Donc il y avait un échantillon A, un échantillon B. Et ils ont conclu que les hommes, qu'ils regardent les visages en silence ou en musique, ils les notaient de la même façon en termes d'attractivité, d'attraction sexuelle, pardon.
Par contre, les femmes, elles sont plus attirées par les hommes quand elles écoutent de la musique agréable, par les mêmes hommes, que quand elles sont dans une condition silencieuse. Okay. Donc, en fait, il y a vraiment un truc de la musique crée quelque chose sur le cerveau qui rend tout plus plaisant. En gros, enfin, en tout cas, les visages des hommes. Et du coup, puisque je parle un peu de ce qui se passe dans le cerveau quand on écoute de la musique, il y a un cycle, du coup c'est un peu le cycle de... je pense qu'on en a déjà parlé dans un épisode, c'est ce que tu avais dit, je pense, dans le jeu Aurore. Mais donc il y a un cycle de plaisir qui est donc le wanting, qui est modulé par la dopamine. Donc quand on écoute une musique, par exemple, donc on a ce moment où on est en attente de, par exemple, un drop dans l'électro ou, j'en sais rien, du refrain. Plutôt, non ? Ouais, du plaisir. Ah oui, désir, wanting. Oui, je sais pas trop. Je crois qu'il y avait écrit plaisir, mais peut-être que t'as raison. Après, il y a la phase de satisfaction, qui est du coup... Quand arrive ce qui doit arriver. Voilà, c'est t'es là en mode, ah oui, yes, le refrain est là. Et du coup, là, ça, c'est apparemment régulé par les opioïdes et les cannabinoïdes dans notre cerveau. Wow. Et ensuite, il y a une phase d'apprentissage, donc learning, où du coup, on a compris qu'on kiffe. Ça fonctionnait. Donc, il faut y retourner. Et en fait, c'est la même logique en musique et dans la sexualité, c'est-à-dire qu'on a compris, quand on se touche à cet endroit-là, c'est cool. Refaisons cette chose-là. C'est l'apprentissage. Mais aussi juste, quand tu découvres un nouveau truc que t'aimes ou une nouvelle façon ou avec un nouveau partenaire, ça va être un peu la même. Le répéter. Voilà. Et il y a aussi d'autres points communs dans la sexualité que ce système cérébral. Il y a aussi, je trouve qu'il est important, le fait que quand tu peux jouer de la musique avec tout le monde, mais peut-être que si tu trouves la personne avec qui tu fais de la musique, ça sera encore mieux. Genre, c'est le bon partenaire, quoi. Oui. Ou les bons partenaires. D'ailleurs, pour avoir joué un peu de la musique avec des gens et d'avoir un peu dans un groupe, je trouve que c'est vraiment une expérience qui, et qui est incroyable, niveau connexion et tout, quand les questions en mode qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui est aussi bien que de la sexualité, faire de la musique en groupe, aussi bien que la sexualité. Sur scène, ils sont ils sont attendus. Oui. J'ai vu un concert de jazz où vraiment ils étaient en train de coucher ensemble. En tout cas, tous les mecs étaient si amoureux de la chanteuse que vraiment j'étais là en mode mais c'est fou. On a eu aussi un peu cette expérience où on était là en mode mais ils sont en train de baiser, quoi. Ah non, mais c'est intense. Il y avait un mec qui était extatique, quoi. Il l'a regardé, il l'a suivi du regard avec un sourire béat en permanence, genre quasi il était proche de l'orgasme, quoi, vraiment. Bon. Et il y a aussi une question de rythme, et c'est là-dessus que je vais vraiment m'appuyer beaucoup. Appuie-toi. C'est que je m'appuie. Il y a en fait le rythme dans. Il y a des similarités importantes dans l'acte sexuel et la musique, et donc il y a certains musicologues qui étudient vraiment ce truc de la forme musicale, la structure musicale, qu'est-ce qu'elle nous dit sur la sexualité. Et en fait, donc pour ce point-là, je m'appuie sur le livre Musique et sexualité de Esteban Bourg, qui est pas musicologue, enfin en tout cas, il se présente. Esteban Livre. Bourg. Oui, livre. Oui, Bourg, ça veut dire livre en allemand. Ah ouais. Oui. Ah ok. Il a écrit un livre. Je pense que c'était le but de sa vie. Je vais faire ça. Et il est sociologue, non ? Il n'est pas sociologue ? Il est sociologue, oui. En fait, il est directeur d'études à l'EHESS, donc l'étude des hautes études en sciences sociales. L'école. Et il dirige la spécialité... J'ai dit quoi ? L'étude. Ah pardon, l'école. Et il dirige la spécialité musique, voilà. Et donc, dans le chapitre 9, qui s'appelle Dada et Isolde, il parle du fait qu'il y a un opéra, donc Esclarmonde, de Jules Massenet, qui représente un acte sexuel par le biais de l'orchestre. Donc en fait, il y a, je sais pas si c'est un rideau ou quoi, mais en gros, dans la scène, on voit pas les acteurs en train de forniquer, mais l'orchestre va simuler l'acte sexuel. Et donc, je vais vous lire le passage parce que, en fait, tout le monde était gêné dans la salle, en gros, c'était... Après, c'est le 19e, donc...
oui, d'accord. Ah, aussi, ah ouais. Mais- romantique. Pas le 19e arrondissement, hein, le 19e siècle. 19e, ils sont bons, hein, un peu catho, un peu conservateurs, donc bon bah. Ils Non, mais n'étaient c'est pas pas vrai, habitués en à ce qu'on parle de sexe comme ça, enfin qu'on joue le sexe. Ok. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, donc tout le monde était gêné et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comment un orchestre peut-il simuler la sexualité ? Et c'est ça que je vais vous lire pour pas dénaturer le propos. C'est comme les 4 saisons de Vivaldi. Hein. Non, mais Oui, il joue le Aurore. printemps, bah, c'est pas. Enfin, bon, les... Oui, Ah oui. on c'est un soit. concept, quoi. Ouais, mais moi, je trouve que justement, ouais, les 4 saisons, c'est vachement bien fait. Hein. Hot take. Oui, j'adore. Bon, autre sujet. J'adore l'orage dans l'été, il est super. Bon, on vous Bon, enverra bon, écouter bon. l'orage Et dans donc, l'été. L'acte sexuel. Donc sur le plan proprement musical, la manifestation physique des tendresses humaines trouve son signifiant privilégié dans ce mouvement sonore qui se précipite jusqu'à aboutir à un éclat général et terriblement significatif. Autrement dit, dans un climax musical qui représente un orgasme humain. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que la musicologue Suzanne McClary, elle dit que c'est un orgasme masculin parce que les images du désir propres au système tonal, bon alors là les musicologues comprennent, Oui, mais bon, nous voilà. on est là, bon, reposent sur un report temporel de la gratification qui, dans le climax final des œuvres classiques, aboutit à ce qu'elle nomme une éjaculation métaphorique. Donc en gros, c'est juste le fait que ça se précipite, enfin ça augmente, puis ça se précipite, machin, et ouah, l'explosion, ce serait de la musique. Enfin, ce serait un genre d'orgasme masculin. Bon, c'est beaucoup le cas. Après, il le dit. Il dit que Suzanne McClary, elle est partie dans un grand délire, mais mais que en gros, dans les musiques très genre Wagner et tout, c'est très viriliste. En mode, c'est comme ça que ça va se faire. Mais du coup, si on suit cette similitude de rythme, c'est là où je veux en venir, c'est que du coup, si la précipitation, le climax et tout, c'est l'orgasme masculin, qu'est-ce qui serait une structure, une forme musicale, une structure de musique qui représenterait plus comment les personnes avec clitoris pourraient Vivre un orgasme. Enfin, comment on pourrait le formuler. Et donc, ce que je trouve chouette, c'est que aujourd'hui, les formes musicales, donc j'ai écouté les chansons que moi je trouve les plus intéressantes et je me suis dit, ok, comment ça fonctionne ? Et en vrai, bon, il y a quand même, il y a plein de formes de structures musicales, mais mettons dans la pop ou dans le rock, souvent ça va être intro, couplet, refrain, un pont. Pont, j'adore Oui. les ponts. Franchement, Bridge. moi j'ai un king pont, c'est la meilleure partie des musiques. Voilà. Refrain et outro. Ouais. Et du coup, bon là je prolonge un peu la réflexion et je me dis, est-ce que c'est pas plus efficace pour nous apporter du plaisir de suivre cette forme de structure musicale, donc un rythme qui est peut-être plus calme, qui est celui du couplet, le refrain où il y a vraiment ce truc un peu entraînant, machin, et puis des ruptures de... Et oh, et bah, des vagues, quoi. Des vagues, voilà, des vagues. Et le pont, le pont, qu'est-ce que ça peut être ? Enfin, ça peut être encore autre chose. Peut-être qu'on reprend son souffle et on introduit d'autres choses et après on revient sur le thème. Enfin, en fait, je me suis dit peut-être que ça pourrait être intéressant de voir ce que ça donnerait la structure de ça dans notre sexualité. Trop bien. Ça me fait penser à un truc. J'ai plus exactement toutes les données en tête, faudrait rechercher peut-être pour le live. Mais je sais pas si vous avez vu la série Masters of Sex Oui. il y a quelques années, et où ils étudient justement l'orgasme féminin, comment ça se passe et tout. Et puis le bridge, du coup, ça me fait penser à la période de plateau. Plateau. Ouais. Donc, enfin voilà. Ouais. Oui, c'est Ça a l'air c'est- évident, mais- Ouais. Donc, on parlait de ça, des phases. Oui, de désir et de. Enfin, que Voilà, et de plaisir et. Voilà, tu as une D'apprentissage. basale, Oui. une montée progressive, Oui. et après, tu arrives à Un sommet, une oui, petite puis un colline. espèce de sommet où Oui. tu peux plus retourner en bas et t'as Oui. l'orgasme. Et... Oui. Et voilà. C'est pour Mais- ça que le pont, c'est la meilleure partie. Oui, parce qu'en fait, le changement de rythme, c'est ça qui apporte le lâcher-prise. Je crois que c'est ça qu'on disait aussi, c'est le lâcher-prise. Et le fait de, du coup, si
tu vois, le côté ascendant jusqu'au climax et tout, il y a ce truc de il faut y aller, on y va, on va toujours de plus en plus et tout, alors que en Fort fait. Boyard, quoi. Sors Il y a des épreuves. Ah oui. Ah non. On était là, Oui. qu'est-ce que tu files comme métaphore? Oui, moi, je Aurore comprenais pas le truc avec prends la clé. Oui, c'est Ouais, ça. moi, je voyais les épreuves et après t'es de nouveau sur le ponton et tu fais une nouvelle épreuve, t'es là, oh des serpents. J'y étais pas. Oui. Mais oui, du coup, oui, c'est ça. Alors que, en fait, justement, ce qui marche le mieux, enfin, on en avait parlé, c'était le changement de rythme, les vagues et tout ça. Et donc, pouvoir avoir un moment où on lâche prise et où, du coup, après, on revient pour être cette fois-là, pour accéder ensuite à l'orgasme. Ouais. Et en plus de ça, du coup, ça permettrait de reboucler avec ce que je disais au début, l'effet de dopamine, parce que du coup, quand tu changes le rythme et qu'après tu reviens sur un truc, t'es là en mode ah oui, j'aimais bien ça. Allez hop, on y retourne. Donc j'aimais bien cette idée-là. Ouais. Et pour finir, il y avait hier avec Lélina, on se lisait un autre passage de ce livre d'Esteban Bourg, où il parlait des playlists pour le sexe, ce genre de choses. Je reparlerai juste après. Et il y a une étude qui a été menée qui a été commandée par Spotify sur que font, je sais plus exactement le thème de l'étude. D'ailleurs, j'ai même pas réussi à la retrouver en ligne, mais en gros, c'est une étude sur les pratiques musicales, romantiques et sexuelles des abonnés Spotify. Et il y a aussi, du coup, ils en ont conclu que Bohemian Rhapsody était mieux que le sexe. Oui, c'était dans une catégorie genre musique mieux que le sexe. Et en première position, il y a Bohemian Rhapsody. Mais quel sexe? Oui, ça peut être, non, mais c'est une étude Spotify, Aurore. Qui se calme, un quart d'heure. Non, mais d'ailleurs, Esteban Bourg pose la question. Il est là en mode, c'est quand même un peu étonnant, interrogeant comme titre. Enfin, voilà. Et du coup, en fait, c'est ça on l'a écouté. Et en fait, moi, je me suis jamais écouté. Spontanément dit, je crois que je comprends pourquoi Bohemian Rhapsody peut être mieux que le sexe, dans cette étude, etc. Oui. Et au regard de ce que je viens de vous dire, parce que du coup, quand tu écoutes Bohemian Rhapsody, il y a toutes les émotions dedans. Et il n'y a aucun moment où il y a vraiment y a un refrain qui revient ou qui soit... En fait, c'est que des changements. Genre, au début, tu as ce côté angélique. Après, tu es là, oh, mais la douleur, la souffrance. C'est un peu une épopée, quoi. Oui, c'est vrai. Et après, tu arrives dans la joie et l'extase et tout. Et en fait, je pense qu'il y a ce truc que le sexe, dans tous les cas, il y a un moment donné où on arrive à un moment donné, on arrive à quelque chose il y a des côtés répétitifs. Et je trouve que dans Bohemian Rhapsody, il y a très peu de répétitions. Et du coup, je pense que c'est ça. Si on réfléchit structure musicale, etc., et émotion vécue dans l'écoute de cette musique, c'est que comme c'est tout le temps différent, t'es là en mode waouh, mais quoi, je suis encore surpris, mais c'est formidable. Et bon, peut-être que si on arrive. Comment ? Oui, peut-être c'est une manière de réinventer notre sexualité. Voilà. Et moi, je pense de faire du BDSM, parce que non, mais je pense que c'est déportant. Pour vivre plein d'émotions. Tu peux faire du sexe comme Bohemian Rhapsody, et puis des fois, t'as envie de faire du sexe évidemment, comme, tu peux tout faire. Comme Happy de Pharrell Williams. Je sais pas. Hello, c'est vraiment pas. Je sais pas s'il y a un pond dans Happy. You never get happy. No Bridge. J'ai l'impression que c'est une boucle sans fin, cette chanson. Mais c'est... Moi, je l'entendais, j'ai dit ça hier à Lovelas, c'est une complète digression, mais cette chanson, elle était là quand j'étais en terminale et j'étais stressée par le bac. Et du coup, inconsciemment, mon cerveau entendait « You never get happy until you die » et pas « until you try ». Donc, tu ne seras jamais heureux avant de mourir. Et pas avant d'essayer, voilà. Donc... pas un bon moment, la terminale avant bac. Mais oui, non, mais évidemment, Aurore, on peut faire ce qu'on dit dans le Bisoudrome, c'est faites de la sexualité comme vous en avez envie de toutes les manières, et quand on va pas shamer les gens qui changent pas de structure toutes les 3 secondes en mode allez, on change timer, change timer. Parce que des fois, c'est intéressant quand tu peux avoir de la variété, même c'est sur vraiment le temps long, quoi, te dire j'ai eu des rapports sexuels comme Bohemian Rhapsody, j'ai eu des rapports sexuels. Mais est-ce que ça existe vraiment des rapports sexuels comme Bohemian Rhapsody? Pour moi, pour moi, le BDSM, c'est très Bohemian Rhapsody. Il faut écrire le scénario avant. Oui, il faut écrire le scénario avant. Il y a une idée de, c'est pas du spontané. Enfin, ça peut être du spontané, mais potentiellement. Au début, un truc très angélique où genre on t'effleure à peine. Et puis après, genre la souffrance, c'est vraiment genre claque, le coup, etc. Et après, il y a plein de gens qui arrivent parce que c'est le grand truc, et voilà. Un gangbang. Bon, voilà. Allez, hop.
est-ce qu'on passe à ma partie pour terminer parce que le temps file. Tu vas raconter ça, qui va raconter ça Raconter sa Qui veut raconter sa vie? Je vais continuer à filer ton propos sur la musique. Moi aussi, j'ai lu du coup une partie de ce livre de Esteban Bour. Et moi, je voulais vous faire la promotion de mes playlists de cul, mais du coup, je voulais vous parler de playlists de cul. Déjà, j'aimerais revenir, il dit quelque chose, Esteban Bour, qui va avec ce que tu as dit au tout début, Tomel, où tu disais en mode, moi, ce que j'aime bien dans les musiques de cul, c'est des choses assez explicites, quoi. Et que du coup, en fait, il y a des fois, les musiques qui sont excitantes peuvent être des musiques qui parlent de cul, mais pas forcément. Des fois, il y a des musiques qui parlent pas de cul et qui sont des musiques qu'on aimerait bien utiliser pour la sexualité ou pour qui peuvent nous exciter, quoi. Comme moi, le rap russe dont je ne comprends rien de ce qui est dit, ça marche quand même, quoi. Et du coup, il y a des études qui sortent sur Spotify ou autres sur ce que les gens écoutent comme musique pour le sexe et trouvent que c'est les meilleures musiques de sexe. Avec, on le voit, des choses qui ne changent pas trop à travers du temps. On reste toujours à Sexual Healing de Marvin Gaye et Barry White, quoi. Enfin, voilà, des trucs des années 80. Et voilà, ça se modernise pas trop. Ça, c'est aussi très... En Sims. C'est aussi très anglophone, même dans les sondages français, parce que tu disais que toi, t'écoutais plutôt des trucs français, ça, voilà. Et c'est pas la majorité, on reste sur du très anglais. Et du très masculin, voilà. On met assez de temps à trouver des artistes féminines dans ces classements, où vraiment on pense, c'est ça, Marvin Gaye, Barry White, à ces grands noms de mecs lovers blancs, j'en sais rien. Blanc, non, pas trop. Non, pas blanc, mais vraiment en tout cas, grand. Ah oui, en plus, ça, c'est Ah oui, ça, c'est intéressant. Qui montre aussi, et ça, c'est intéressant, que il y a des enjeux, racial, de racisme, en tout cas de conception de l'amour et de la sexualité. On se dit, l'amour est blanc, donc quand on pense à des chansons d'amour, c'est des artistes blancs, et quand on pense à la sexualité, avec tous les enjeux racistes, de bestialité et tout dont on a pu parler, on pense à des artistes noirs, ou en tout cas pas des artistes blancs, quoi, et qui sont du coup plus présents dans les sondages et dans les musiques pour la sexualité. Donc voilà, on en parlait aussi dans les fantasmes de comment les choses sont construites, et du coup ça se retrouve aussi dans les musiques qui sont écoutées pour l'un et l'autre, et comment on différencie l'amour et la sexualité. Bref, en toujours est-il que moi je me retrouve pas du tout dans ces études, ça m'a toujours fait chier Barry White, Sexual Healing, en tout cas je l'écoute jamais en me disant ouah, c'est tellement excitant, quoi. Enfin oui, Barry White ou Marvin Gaye ou autre, quoi, ça me parle pas du tout. Ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi sur les playlists, c'est que les playlists, ça a vraiment commencé dans les années 80 avec l'objet cassette et le fait de faire des mixtapes, quoi, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, on peut avoir des playlists sur Spotify et tout. Et d'ailleurs, des playlists avec le nom sexe dedans sur Spotify, il y en a des centaines quand on cherche, mais qui peuvent garder ce truc. Enfin, ça dépend. Il y a des playlists très bien, mais ces trucs très classiques, on va vraiment mettre ce genre de musique, ou la musique de, je sais pas, 50 Shades of Grey, ou des musiques de striptease, du Beyoncé, ou des trucs vraiment les choses qui sont toujours les miennes et qui reviennent, et peut-être dans une envie de me distinguer encore, mais en tout cas vraiment c'est pas ce qui m'excite, quoi. Et du coup, moi, ça fait un moment que je fais des playlists de cul. À la base, ma playlist, elle s'appelait S, et dedans, il y avait toutes mes playlists de cul, parce que je voulais pas que les gens sachent, juste en la voyant, que c'était ma playlist de cul, quoi, qui est une playlist plus pour m'émoustiller que dans la sexualité, parce que, comme dit, c'est pas du tout une pratique régulière que j'ai. Et depuis quelques temps, et je voulais vous en faire l'autopromo pour finir, je fais des playlists de cul, mais un peu différentes, parce qu'un truc qui m'embête aussi dans ces playlists, c'est que c'est souvent très généraliste et un peu toujours la même chose. On va mettre des trucs, je sais pas, sensuels ou romantiques, ou un peu toujours qui vont dans la même direction, ou alors hyper, je sais pas, hip-hop et... Enfin, voilà, mais c'est genre, le cul, c'est une activité unique. On est là en mode, c'est une playlist pour toute la variété de de ce qu'on a envie de faire dans la sexualité. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire des playlists plutôt par ambiance, pour se mettre un peu dans un personnage, se dire, c'est quoi mon ambiance du moment, et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme énergie, et que c'est pas du tout la même d'une période à l'autre, quoi. Bon, moi, je les ai axés même sur avant la sexualité. Je fais des playlists, là, de pré-date, que j'appelle, et qui sont des playlists pour se donner un peu de
s'encourager avant un premier date potentiellement avec quelqu'un qu'on connaît pas et où c'est toujours un peu stressant. Et moi, je me rappelle que vraiment mes premières années, quand je faisais des dates, je faisais des trucs nuls avant, genre, je sais pas, boire un verre ou aller chez Lovela, fumer une cigarette alors que je fume pas. Enfin bref, parce que j'étais là, qu'est-ce que je fais pour gérer tout le stress que c'est d'arriver en date. Et du coup, j'ai fait ces playlists pour un peu accompagner et se mettre dans une énergie de est-ce que j'ai envie d'être un peu pushy et genre girl boss ou enfin boy boss, je sais pas, enfin bref, ou est-ce que j'ai envie d'être un peu plus rêveuse ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, d'avoir une musique qui match son énergie et qu'on peut écouter en se préparant, en allant au date ou pas, qui sont très féminines. Je l'ai pas forcément fait exprès au début, mais ça va un peu en contre-pied de ces playlists de base qui sont assez masculines dans les playlists de cul. À la base, je faisais même des playlists 100% féminines, mais je finis par mettre un petit peu de diversité avec le temps. Du coup, voilà, j'en ai plusieurs de créer. Je trouve ça vraiment cool. Et bon, je vous en fais la pub, j'y gagne rien, à part que, enfin, si ça vous dit, quoi, vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram, Lelinakous. Mais aussi, je les écoute vraiment moi-même. Ça m'arrive souvent avant des dates ou avant même des moments un peu stressants où j'ai envie de me mettre dans une certaine énergie, de les écouter. Et je sais pas, en fait, je trouve ça cool aussi, en dehors du concept que j'ai, mais de démultiplier les playlists, de se dire t'as pas une playlist de cul ou voilà, en fait les émotions que tu peux ressentir et que tu peux avoir envie de ressentir par rapport à la séduction, l'amour, la sexualité, ça peut être hyper divers et il y a plein de playlists qui peuvent être créées et qu'on peut piocher plus que chercher sex music sur Spotify et d'avoir toujours les mêmes trucs qui sortent, à moins que ce soit votre cam, parce que bon, pas de king shaming de goûts musicaux, mais voilà, je trouve ça cool d'avoir des alternatives. Et si vous avez des recommandations de playlists chouettes aussi, de cul un peu plus diversifiées ou quoi, n'hésitez pas à me les passer parce que du coup, je suis toujours en recherche d'artistes et qui sont pas forcément du coup des artistes qui parlent de cul, quoi. C'est ce truc que dit Esteban Bourg. Des fois, les deux se confondent. On parle de cul et c'est excitant, mais on peut aussi parler de rien à voir. Bon, peut-être pas de la guerre, enfin, je sais pas, mais peut-être il y a des sujets où alors il faut que ce soit dans une autre langue où c'est qu'on difficile. comprend pas, genre le russe. Ouais. D'être excitée. Voilà, en russe, ils peuvent dire des dingueries et je suis excitée quand même parce que je comprends pas. Donc ça marche, mais voilà. Donc voilà, c'était une mini ouverture et auto-promo pour mes playlists qui, je pense, gagnent à être connues. D'ailleurs, j'en ai une nouvelle là qui sort. Bref. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire sur ma partie. Très bien. Est-ce que vous avez des playlists de cul ? Playlist, non. Okay. Après, comme dit au début du podcast, de l'épisode, oui. Il y a des chansons que je vais plutôt écouter quand j'ai envie d'être dans cet état d'esprit, un peu sexuel ou de séduction ou juste envie d'être enthousiaste. Et pour le côté sensualité, moi je pensais aussi, parce que j'avais dit que j'écoutais plutôt des trucs en français, mais il y a aussi des langues qui peuvent nous toucher plus et du coup des rythmes. Comme le russe. Et moi par exemple l'espagnol, je trouve ça super sensuel et ça me rappelait le premier album de Rosalia que j'aime beaucoup. Rosalia, et quand j'ai envie d'écouter un truc sensuel qui me transporte un peu, un truc un peu doux, j'écoute cet album-là. Ah non mais je comprends, Rosalia, de toute manière c'est une queen quoi. Enfin bon, voilà. Non. Nous, on a fait une playlist ensemble, Aurore, mais on s'est rendu compte que mais c'est pas pareil, c'était pour danser. Oui, mais il y avait quand même ce côté un peu explicite entre guillemets, en tout cas. En fait, peut-être tout de mon côté. Moi, c'était purement. Ah ouais. J'adore danser et c'est des chansons qui me mettent dans un état d'esprit. Oui. Mais c'était pas du tout. Il y avait vraiment pas rien de sexuel pour moi là-dedans. Mais moi, c'est que j'ai une créativité sexuelle très grande, donc même en dansant, c'est un imaginaire que je réévoque. Mais oui, mais on s'était rendu compte que nos goûts étaient très différents. Ce qu'il dit aussi Esteban Bourg, c'est que dans ces playlists, l'enjeu, et c'est peut-être pour ça qu'on tombe sur des playlists en fait hyper convenues avec toujours la même chose, c'est que en fait, comme dans la sexualité, ce qui nous attire dans des musiques, c'est très différent l'un de l'autre. Et oui, c'est pas les mêmes imaginaires. C'est ça, c'est pas les mêmes imaginaires. J'ai des striptease au Texas dans un bar pourri et toi, t'étais dans une boîte à Berlin. Oui, ou à un moment donné, il y a un rappeur russe qui arrive, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est du coup difficile de passer aussi ces playlists parce qu'il faut qu'à un moment ça touche oui, comment d'autres personnes. Tu fais si tu veux mettre une playlist de cul et que t'es pas compatible avec et ton partenaire est là. Bah oui, ouais. Mais moi, je baisse pas sur ça, moi. Tu mets des écouteurs.
Oh non, Qu'est-ce l'horreur. bruit. Non, mais alors, Esteban Bourg disait aussi que ça faisait partie, et c'est très fort à l'adolescence. D'ailleurs, je parlais de Starlight, de Muse, que j'ai découvert en colo, à un moment où je me suis vraiment construit musicalement dans cette colo, et je me suis dit, mais oui, il faut absolument que je connaisse Radiohead et Muse, et que j'écoute telle et telle personne, où en fait, on crée nos goûts en parlant l'un à l'autre, et qu'en fait, on n'est pas si embêté si à un moment, quelqu'un nous propose quelque chose qui correspond pas complètement à nos goûts. Enfin, faudrait vraiment que ce soit en mode, et on fait tourner des serviettes, et que tu sois en mode, non, là, c'est impossible. Mais potentiellement, tu as un seuil de tolérance on s'influence les uns les autres dans nos goûts, et que du coup, on peut un peu aller jusqu'à un certain niveau, quoi. Après, on en parlait avec des amis de qu'est-ce qu'on écoutait pour faire du cul, pareil. Mais je crois que j'avais j'avais une tendance à amie- mettre une chanson en boucle. Ah ouais. Parce que Comme ça, t'es pas perturbé. Voilà, je suis pas perturbée. Et tu fais le principe un peu de Love là, t'as compris que c'était bien le truc de désir plaisir, et après tu recommences désir plaisir. Après, Esteban Bourg, il disait aussi qu'il faut faire attention à pas coller le rythme, coller au rythme de la musique, parce que sinon vraiment c'est un tue l'amour. Enfin, il y avait, Ah oui, il avait un exemple. un jeu aussi. Oui, Oui, tout à peut fait. être jeu. Ça peut être drôle. Mais c'est vrai que des fois il y a des trucs qui sont très antinomiques. J'avais une amie qui me disait que elle, pour du cul, elle aimait bien de l'énorme techno, et moi je pense que si on met de l'énorme techno, il faut que je sois dans les bonnes conditions, quoi. C'est pas sûr. Voilà. Moi, j'ai pas non plus de playlist de cul, mais par contre, du coup, ça m'a fait rire que tu reparles de Starlight, parce que du coup, moi, j'ai des souvenirs aussi de mon entrée en sexualité où c'était vraiment genre 50 Cent. En mode ça rentre bien dans Candy ces Shop. schémas. C'est vrai. Ouais, enfin, Ah ouais. une scène en particulier où c'était vraiment en mode Mais en fait, je sais pas si on avait écouté la musique avant ou si c'était en mode. Après, et du coup j'ai associé les deux souvenirs, mais il y a vraiment un truc de écouter du gros rap et genre voilà, et vraiment très prom dog, parce que oui. franchement Candy Shop, Ouais. Bon. Mon entrée en sexualité, ce qui va aussi avec ces études de c'est Talk Dirty to Me de Jason Derulo, qui est un peu un de mes amoureux de si on pouvait coucher avec, enfin bref, avec une star qui se serait. Moi, c'est Jason Derulo et Camila Cabello. Bref. C'est et dit, ouais. les messages sont envoyés. Oui, les messages à l'univers encore. Ensemble, si vous voulez. Mais ouais, Talk Dirty to Me, ça va avec la danse. C'est le début d'être en boîte et le début de vraiment l'entrée en sexualité. Voilà. Et je la réécoute toujours, cette musique, et je suis là, Jason Derulo. Bon. Ouais. On peut peut-être conclure cet épisode en vous ayant donné peut-être plein d'idées de choses à écouter ou à ne pas écouter pour vous émoustiller ou pendant le cul. Essayez 50 Cent. Et dites si la structure Vous musique. trouvez qu'elle est plutôt orgasme masculin ou féminin? Ouais. Puis si vous avez des playlists à proposer, Oui. des chansons, et que vous voulez qu'on en discute pendant le live, Ah, mais carrément. ça peut être clairement On le peut Ouais, aussi carrément. peut-être faire une playlist collaborative, ça pourrait être Ah, ça chouette. pourrait être Peut-être une idée bonne de live. Bon. Mhm. Les gens vont Allez, avoir creusera peur ça. de mettre Marvin Gaye maintenant. Non, mais t'as le droit. C'est pas parce que c'est pas mes goûts que. Et puis, on n'a pas prévu de faire de sexualité ensemble, donc normalement, on est bon, pour quoi. la place collaborative. Très bien. Bon, merci beaucoup. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, le Bisoudrome, Lovela, moi et Lélina, on a aussi des comptes, Exane qui n'était pas dans cet épisode, mais qui sera dans des futurs épisodes, et sur le live. Le live, il est dans une semaine environ, la semaine prochaine, et on ne sait pas la date, mais vous la savez, elle est en barre de description, donc allez regarder la barre de description que vous regardez jamais, où il y a plein d'infos intéressantes, dont l'étude en anglais que Lovela a lu en entier, voilà. Et aussi la date du live, donc voilà, vous la saurez. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram pour avoir un peu de com et un petit rappel sur ce live et pouvoir venir en discuter avec nous, peut-être faire une playlist collaborative ou en tout cas parler de vos musiques de cul. Enfin franchement, je pense que ce sera un super moment. Voilà, et puis d'ici la prochaine fois, Des bisous.